Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h, lundi 19 avril. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le top départ de la campagne électorale a été lancé ce week-end pour les élections régionales. Malgré le contexte sanitaire, les candidats sont bien déterminés à partir à la rencontre de leurs administrés sur le terrain. Nous les avons suivis, reportage à suivre dans ce journal. Puis on partira du côté de Chambéry pour faire le point sur la rénovation des piscines municipales. Le bassin couvert de buissons-ronds devrait terminer sa cure de jouvence d'ici cet été. On verra les détails avec Emmanuel Joude. Et on ouvre ce journal avec le démarrage des campagnes régionales. Le gouvernement l'a annoncé la semaine dernière. Elles seront finalement maintenues comme les élections départementales les 20 et 27 juin prochains. Ce week-end, plusieurs partis en lice pour la présidence de la région étaient sur le terrain dans nos départements. Avec ce contexte restrictif, la campagne s'annonce inédite. Comment les candidats vont-ils faire campagne? Élément de réponse avec Victoria Lopez. Ils sont sur le terrain depuis plusieurs semaines déjà. Les écologistes candidats aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes semblent peu déstabilisés par le contexte si particulier dans lequel va se dérouler la campagne. Samedi, la numéro 5 sur la liste était à Crangevrier sur la commune d'Annecy à l'occasion de la journée internationale des luttes paysannes. On a décidé de faire une action de sensibilisation pour la population parce que il est urgent pour la planète de sortir des systèmes commerciaux et ultralibéraux qui épuisent les sols, les ressources et qui appauvrissent les paysans et pas seulement nos concitoyens également. Donc il est important qu'on réfléchisse à sortir de ce système, avoir des mesures différentes et changer notre comportement. Si ces quelques rendez-vous au contact des citoyens sont possibles, une grande partie de la campagne se fera à distance. Elle sera assez difficile puisqu'on n'aura pas le lien social, on n'aura pas le contact avec les habitants, avec nos éventuels électeurs. Et donc, en alternative, on va travailler surtout au niveau des réseaux sociaux, avec des visioconférences, voilà. Laurent Wauquiez, président sortant de notre région, s'est pour sa part déplacé à Coponnet, au chevet des arboriculteurs touchés par le gel. L'idée que je veux pousser, c'est qu'en fait, il faut qu'on les protège avec un système d'assurance. Parce que ce sera la meilleure façon de les aider. Pas se retrouver chaque année à devoir faire des aides en urgence, essayer de bricoler des choses. Ce n'est pas une méthode de travail. La meilleure méthode pour moi, c'est qu'on mette en place une assurance agricole. 100% Auvergne-Rhône-Alpes. Occupé à développer cette idée auprès des agriculteurs, il s'est refusé à tout commentaire sur les élections. Il ne s'est toujours pas déclaré candidat. Et pour l'instant, j'ai une mission, je suis président de notre région, je dois protéger. On vient d'avoir un épisode qui est catastrophique. Il faut sans doute remonter à 1938 pour avoir un épisode aussi dur. Voilà, j'ai un peu autre chose à faire en ce moment. Ça viendra et je m'exprimerai, vous inquiétez pas. Andrea Cotarac, tête de liste pour le Rassemblement national, était pour sa part à Albertville où il a participé à la manifestation contre le projet d'école privée musulmane. Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, la course à la présidence de la région est donc bel et bien lancée. Et j'ajoute que Nassi Yildirim, candidat sur la liste Lutte ouvrière menée par Chantal Gomez, sera lui sur le marché de Sénaux pour débuter la campagne ce mercredi. Toujours en Haute-Savoie, la campagne vaccinale s'ouvre à de nouveaux publics. Certains professionnels de plus de 55 ans peuvent désormais réserver leur première injection de vaccin AstraZeneca avec ou sans facteur de comorbidité. Il s'agit du corps enseignant dans les établissements scolaires et de leurs assistants, les professionnels de la petite enfance, les policiers, les gendarmes et certains agents techniques intervenant dans les écoles. Ils devront se munir de leur carte professionnelle, d'une déclaration sur l'honneur ou d'un bulletin de salaire. Et pendant que la vaccination connaît un nouveau coup d'accélérateur, les opérations chirurgicales non urgentes se déprogramment à toute vitesse. Et c'est bien ce qui inquiète les associations de maladies chroniques. Elles viennent de signer une tribune pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences dévastatrices de ces actes manqués. Et pour en parler ce soir, je reçois l'une des associations signataires de cette tribune qui accompagne les patients atteints de maladies rénales. Il s'agit de Rénalo, représentée aujourd'hui par Magali Léo. Bonjour Magali Léo. Bonjour. Vous êtes la responsable de ce plaidoyer au sein de votre association. C'est un cri d'alarme que vous poussez aujourd'hui pour les patients que vous suivez? Oui, en tout cas, à travers cette tribune que nous avons initiée avec d'autres associations de patients, nous avons voulu attirer l'attention
des pouvoirs publics sur la situation préoccupante des patients que nous représentons, et notamment des patients qui sont en attente de greffe rénale, puisque il y a effectivement, comme vous l'avez souligné, une menace et des déprogrammations massives qui sont décidées dans plusieurs établissements. On compte aujourd'hui plusieurs établissements qui ont décidé d'arrêter les greffes à partir de donneurs vivants, donc c'est déjà une réalité pour les patients concernés qui sont en attente de greffe rénale, qui subissent ces pertes de chance qui sont importantes pour les patients que nous représentons. Donc oui, on a jugé nécessaire et urgent de lancer ce cri pour que tout soit mis en œuvre de manière à garantir la continuité de cette activité et en tout cas la possibilité pour les patients d'être greffés dans d'autres établissements si toutefois il n'était pas possible de les greffer dans leur établissement de référence. Et ce que l'on souhaiterait dire, c'est que il y a déjà des recommandations qui prévoient ceci, c'est-à-dire qu'en principe, lorsqu'un établissement n'est plus en capacité de greffer les patients, parce que les blocs sont occupés par des patients Covid, par exemple, les patients doivent être orientés vers d'autres établissements pour y être greffés. Or, aujourd'hui, ces organisations n'existent pas, n'ont pas été mises en place par les établissements de santé en France, alors même que c'est recommandé. Nous n'avons aucune trace donc, de ces coopérations interhospitalières qui auraient dû être mises en place et qui auraient dû empêcher que de telles situations se présentent. Alors, la mortalité des patients dialysés en cas de Covid-19 est supérieure à celle des résidents en EHPAD. On est à 17%, 15% pour les patients greffés. Vous avez le sentiment que ces patients sont absents des préoccupations des dirigeants ? Alors, ce serait faux de le dire comme ça, elles ne sont pas absentes, mais c'est un combat du quotidien pour les associations que nous sommes, pour Renalou en particulier. Renalou s'est mobilisé très très vite pour que les patients les patients que nous représentons soient compris dans les populations ultra prioritaires pour la vaccination. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Les personnes greffées, dialysées peuvent accéder de manière prioritaire à la vaccination. C'est grâce aux associations qui les représentent. Aujourd'hui, on a également obtenu l'accès de ces personnes immunodéprimées, sévèrement immunodéprimées, à une 3e dose de vaccination. Donc là encore, c'est on va dire une mobilisation de tous les instants qui a permis cette 3e dose. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'informer les patients sur cette 3e dose, de fluidifier les parcours vaccinaux pour que les personnes puissent en effet avoir accès aux rendez-vous sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, que rien ne leur soit opposé dans les centres de vaccination qui les reçoivent, qui ne sont encore pas bien paramétrés pour recevoir des patients pour une 3e dose. Donc là, l'urgence, c'est celle-ci. Les patients greffés et dialysés répondent mal à la vaccination. Il est extrêmement urgent de rappeler à chacun l'importance de maintenir les gestes barrières et surtout de les informer sur cette 3e dose qui devrait être, on l'espère, de nature à les protéger efficacement contre le Covid. Ce sont des personnes qui vivent pour une grande part d'entre elles dans une situation d'autoconfinement assez stricte depuis le début de la crise, qui vivent même quasiment enfermées depuis plus d'1 an maintenant. Donc ce sont des personnes qui voient dans la vaccination une planche de salut, l'espoir de retrouver une vie normale. Donc il est nécessaire que l'on adapte les schémas vaccinaux et que tout le monde soit informé de cette possibilité de se faire vacciner à titre prioritaire, d'une part, et d'accéder à cette 3e dose, d'autre part. Donc heureusement, on travaille avec l'assurance maladie qui est au rendez-vous pour contribuer à l'information de ces patients, et on espère qu'avec ces actions concertées, on arrivera à atteindre et à sensibiliser les patients, mais aussi les professionnels de santé qui accompagnent ces patients. Alors, dernière question, rapidement. Les reports d'opérations ne sont pas sans conséquences. Il y a une réelle perte de chance de guérison pour ces patients. Vous avez eu des témoignages en ce sens ? Oui, bien sûr. La greffe rénale, c'est le traitement de référence quand on est atteint d'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, reporter les greffes, c'est augmenter les délais d'attente sur la liste. C'est aussi comme conséquence le maintien des personnes en dialyse, avec en dialyse une surexposition au risque de contamination et de mortalité, avec une qualité de vie qui est hautement dégradée, puisque les patients qui sont en dialyse sont obligés de se déplacer 3 fois par semaine dans un centre de dialyse pour se faire dialyser. Donc c'est une contrainte énorme, et c'est également très concrètement et au plan sanitaire des conséquences mesurables, puisque les patients, plus de temps ils passent en dialyse, plus ça a des conséquences négatives sur
sur la durée de vie des greffons, si toutefois ils venaient à être greffés plus tard. Donc ça a des conséquences très très importantes, sans compter qu'en dialyse aujourd'hui, les patients subissent également les conséquences indirectes du Covid, puisque la plupart des patients sont privés de boire et de manger en dialyse. Ce sont des mesures qui ont été prises par les centres de dialyse, donc des patients qui vivent très mal cette situation, avec une prise en charge qui est dégradée en dialyse. Donc oui, ça a des conséquences psychologiques évidemment très très importantes, mais ça a également des conséquences sanitaires et des pertes de chance que l'on mesurera probablement très prochainement, on l'espère, puisqu'il y a un vrai intérêt à faire ce travail de suivi de ce que perdent les patients dans cette crise. Eh bien, merci Magali Léo d'être venue avec nous sur ce plateau en visioconférence ce soir. On part maintenant en Savoie, où du côté de Chambéry, après l'inauguration du centre aqualudique il y a un an, l'agglomération attend la réouverture du second bassin couvert, le Buisson Rond. En chantier depuis mars 2020, il arrive petit à petit au bout de sa rénovation. Il devrait rouvrir d'ici la fin de l'année si les conditions sanitaires le permettent. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Construite il y a une cinquantaine d'années, la piscine de Buisson Rond est en pleine cœur de jouvence. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, la structure n'avait que peu évolué depuis les années 70. Baies vitrées, faux plafonds, éclairage et isolation sont donc autant de travaux nécessaires à la pérennité du site, à l'instar du changement du système de filtration de l'air qui représente 2/3 du budget alloué à cette réhabilitation. Notre objectif, c'est de diminuer les consommations de l'ordre de 15 à 20% par rapport à ces travaux. Donc on a eu plusieurs mois d'études, bien sûr, pour voir quels équipements il fallait changer, les remplacer par quoi, pour justement atteindre cet objectif de diminution de consommation. On a toute une machinerie qui se trouve au sous-sol, qui permet d'insuffler de l'air neuf pour déshumidifier l'air et pour éviter les condensations sur les baies vitrées. Et tout ce système de soufflage a été changé, rénové, pour devenir plus performant par rapport à l'aspect énergétique. D'un coût de 2,3 millions d'euros, la rénovation de la piscine de Buisson Rond s'inscrit donc dans la lignée des travaux du centre aqualudique du stade, inauguré il y a un an. Des chantiers nécessaires car demandés par les habitants de l'agglomération. Des travaux de cette ampleur, c'est toujours des chantiers qui prennent du temps. En tout cas, c'était un chantier nécessaire. Ça va nous permettre d'avoir 2 équipements de qualité sur l'agglomération et ça nous permettra surtout de pouvoir offrir une offre complémentaire et supplémentaire par rapport à ce qui pouvait se faire avant la livraison de la piscine du stade. On a des équipes de triathlon qui sont en plein essor et ils ont besoin, pendant les périodes d'hiver, de pouvoir venir s'entraîner à la piscine. Donc en fait, c'est comment pouvoir accompagner au mieux nos administrés, mais aussi les associations, les clubs, et puis il y a aussi la partie loisirs. Après 12 mois de travaux légèrement ralentis par la crise sanitaire, le chantier de Buisson Rond entre donc dans sa dernière phase, avec la peinture et la pose des carrelages. Définition qui devrait se poursuivre jusqu'au milieu d'été pour une réouverture qui dépendra, elle, du contexte sanitaire. Et on reste en Savoie, dans les Bauges, où un glissement de terrain a marqué le village du Châtelard en 1931. Il avait fait la une des journaux partout en France. Près de 40 hectares s'étaient détachés de la montagne, emportant plusieurs hameaux. Depuis, ce glissement se réactive ponctuellement. C'était le cas en 1944, en 2015 et plus récemment le 11 février 2021. 6 hectares ont de nouveau glissé. Une visite sur le terrain était organisée par l'Office national des forêts et la préfecture. Fanette de Buisson y était. Comme une ombre qui plane sur les hauteurs du village. En 1931, 40 hectares de pâturage s'échappent de la montagne à la vitesse d'un homme qui marche, selon les témoignages de l'époque. 6 millions de mètres cubes engloutissent plusieurs hameaux du Châtelard. J'ai une petite anecdote sur des personnes âgées qui, dès qu'il pleuvait, préparaient leurs valises, parce que c'est quelque chose qui, je pense, ils l'ont vécu et voilà, je pense, voilà, c'est une petite anecdote, mais je pense que ça reste quand même quelque chose. Les gens qui sont vraiment dans le hameau des Granges et en aval encore de ce hameau sont souvent quand même à regarder le Mélessine, le Nant qui est en bas, qui passe, à voir la couleur, à regarder s'il y a beaucoup d'eau ou pas. S'il y a beaucoup d'eau, c'est bon signe. S'il n'y a pas beaucoup d'eau et qu'il pleut beaucoup, c'est pas bon signe. Dans les années 30, après le glissement, le ministère de l'Agriculture acquiert 250 hectares de terrain. 500 000 arbres sont plantés pour limiter l'érosion. Les pâturages deviennent des forêts. 17 km de drains, ouverts ou fermés, sont aménagés. Plus récemment, en 2009, 3 immenses digues ont aussi été construites près du village pour le sécuriser. Là, on est dans un cas de figure où
il y a des matériaux qui sont très sensibles, en tout cas en termes de glissement, et beaucoup d'eau un peu partout et en faible profondeur. Donc l'activité du glissement continue depuis 1931, mais on n'est pas du tout sur les mêmes phénomènes en termes d'ampleur et ni sur les mêmes vitesses. Ponctuellement, ça a été le cas en 2015, c'est le cas en 2021, il y a localement sur quelques hectares, 6 hectares ici, un glissement qui part, qui crée une niche d'arrachement avec des matériaux qui sont du coup stoppés plus bas. Ça ne va pas du tout jusqu'au châtelard, mais en tout cas, c'est des signes d'activité. Mais les dégâts sont bien visibles. C'est ce que les services de l'État sont venus constater sur place. L'ONF a rapidement entrepris l'exploitation des arbres arrachés, 1000 mètres cubes de bois de qualité, des épicéas pris en charge par des entreprises locales. Le glissement de terrain a fragilisé la forêt. Et donc on a discuté entre collègues, parce que c'est une situation assez exceptionnelle qu'on ne rencontre pas tous les jours, et on a choisi collectivement de prélever ces arbres pour 2 raisons. D'une part parce qu'ils n'avaient plus d'avenir, parce qu'ils étaient tous mis en mikado, et d'autre part, si le glissement de terrain venait à se développer et à se mettre vraiment en mouvement, ça sera plus pratique de n'avoir que de la terre et pas de la terre et des arbres. La zone reste fermée au public, le sentier pédagogique inaccessible. Comme celle du Nant-des-Granges, 55 forêts en Savoie sont gérées par le service RTM pour risques naturels en montagne. Un mot de sport à présent. Tout le football au Savoyard attend cela avec impatience. Ce mardi à 18h45 au Parc des Sports d'Annecy, le GFA Remy-Vallière reçoit le Toulouse Football Club pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et pour parler de cet événement, je suis en liaison vidéo avec Bernard Velu. Bonsoir Bernard Velu. Bonsoir. Vous êtes l'un des 4 coprésidents du GFA 74. Quel est votre état d'esprit à 24 heures de ce grand rendez-vous ? L'état d'esprit, il est simple. On est dans la joie, on est un petit peu dans la stress, on est un petit peu dans l'attente. Et puis, nous, on espère une issue, c'est qu'on puisse se qualifier, même si les chances, elles sont très, très minimes. Est-ce que vous avez peut-être pu voir vos joueurs ce week-end ? Ils ont hâte d'en découdre, j'imagine. Oui, on a fait un dernier rassemblement hier au soir au Stade des Sports d'Annecy et puis ce matin pour le test Covid où on est obligé de le faire. Donc les joueurs, ils sont assez sereins, ils sont un peu dans la joie, ils sont dans l'attente aussi, parce qu'ils sont pressés, parce que plus on attend, plus on fait le match dans notre tête, et c'est pas forcément évident d'aborder des gros matchs de cette façon. Alors ce match justement se déroulera donc à huis clos. C'est une vraie difficulté surtout dans cette compétition ? C'est une difficulté, pas forcément, parce que nous on peut dire qu'on a la chance de pouvoir s'entraîner et de jouer par rapport à tous les autres clubs qui ne font rien. Mais c'est vrai que l'attente, elle était énorme de la part de tous les supporters, de toutes les entreprises, de tous les partenaires, de pouvoir assister à une fête de cette dimension, parce que c'est rare quand ça arrive. Mais voilà, on est obligé d'appliquer et puis on va faire avec, quoi, disons. Alors le GFA va donc affronter Toulouse, deuxième de Ligue 2 qui lutte pour la montée en Ligue 1. Oui. Ce sera donc la première confrontation avec une équipe professionnelle ? Oui, c'est une confrontation, mais disons que Toulouse aujourd'hui, ils vont venir pour gagner, parce qu'à ce niveau-là, ils ne peuvent pas se permettre de venir et puis nous sous-estimer. Donc eux, ils ont le championnat aussi un peu dans la tête, parce que pour eux, c'est très important de monter en D1. Mais je crois que c'est très important aussi d'aller plus loin en coupe pour eux. Et je pense qu'eux, ils vont aborder ce match avec sérénité aussi, mais avec envie de remporter ce match, ça c'est clair. Eh bien, merci beaucoup Bernard Velu. On vous souhaite évidemment une bonne chance pour ce match. Je vous en prie, puis merci. Le festival de report continue dans le milieu de la culture. Le pharaonique festival de Chambéry doit une nouvelle fois décaler sa 6e édition en raison des contraintes sanitaires. Il se joint à la mobilisation nationale lancée par une centaine de festivals en France sur les réseaux sociaux. 2 dates sont déjà bloquées au phare à Chambéry pour accueillir les artistes en 2022. Il devrait communiquer la date définitive incessamment sous peu. Une dernière info avant de se quitter. Si vous roulez en Savoie, veillez à bien vérifier votre itinéraire. Certains axes seront fermés cette semaine. C'est le cas du tunnel de Pont-Seran et de la Trémie de Champoulet. Il sera interdit d'y circuler jusqu'à ce vendredi 23 avril. Et sachez qu'au niveau du péage de Chambéry, l'échangeur poursuit son réaménagement. La bretelle de sortie d'autoroute depuis la 43 vers Chambéry sera aussi fermée. La nuit seulement de 21h à 6h jusqu'à jeudi inclus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant,
la météo de Thierry Paul, mais un nouvel épisode de votre émission Panorama, consacré cette semaine au club de hockey de Chamonix. Ils fêtent leurs 110 ans cette année. Ce soir, Victoria Lopez rencontre d'anciens joueurs. Je vous retrouve demain pour le journal à 18h. Très belle soirée à vous sur 8 Mont Blanc et prenez soin de vous.